Et monsieur, bonsoir, il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. La tension toujours vive à Expresso. Malgré le protocole d'accord signé, ils dénoncent ce qu'ils qualifient de défiance de leur direction générale face à l'État du Sénégal. Pire encore, une note a été prise ce dimanche pour envoyer tout le personnel en télétravail lundi et mardi prochain. Inondation à Matam, les périmètres rizicoles envahis par les eaux. Pendant ce temps, le ministère de l'eau et de l'assainissement alerte sur la montée impressionnante du niveau de l'eau du fleuve Sénégal. À Kaffrine, une épidémie de dermatose inquiète les éleveurs. Le président de l'ordre des médecins vétérinaires rassure sur cette maladie des bovins qui en a déjà tué plusieurs que la vaccination peut être très efficace. Et puis basket, quatrième fenêtre des élections 20h. Il s'agit de Pape Sénimbo, directeur de l'administration du patrimoine et des approvisionnements de la Sénélec. Il sera là en fin de journal. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite, le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Tout d'abord, cette découverte macabre d'un nouveau-né au stade de la commune de Sandiara. Le bébé était bien enveloppé avant d'être jeté. La supposée maman a été arrêtée quelques minutes après la découverte macabre. Elle se trouve présentement à la gendarmerie de Sandiara. Et puis également ce blocage de la chaloupe par les populations de Gorée ce dimanche, causant des désagréments du côté des usagers. Ils exigent la prise en compte de la taxe municipale déjà approuvée et qui doit se répercuter sur le prix du ticket de la traversée, donner des emplois aux jeunes Goréens dans la liaison maritime Dakar-Gorée. Le PCA du port autonome de Dakar, Moussassi, dépêché sur les lieux pour négocier avec les manifestants, a également rencontré le Maître Augustin Senghor pour décanter la situation. Nous y reviendrons peut-être avant la fin de ce 20h. Je vous l'annonçais dans les titres, les travailleurs de l'opérateur téléphonie mobile Expresso ne décolèrent toujours pas. Ils poursuivent le combat et dénoncent ce qu'ils qualifient de défiance de leur direction générale face à l'État du Sénégal. Ahmed Dian et ses camarades déclarent que la direction générale d'Expresso a signé le protocole d'accord qui la lie aux délégués du personnel. Pire encore, une note de service a été prise ce dimanche pour envoyer tout le personnel en télétravail ce lundi et mardi. Ahmed Dian, que je vous propose d'écouter des propos recueillis par Mambiram Diouf. Comment comprendre que depuis le 23 août, où le ministère de l'économie numérique et des télécommunications a instruit une commission qui a regroupé toutes les parties depuis 3 jours pour signer un protocole d'accord, que les dirigeants d'Expresso Sénégal non seulement ont toujours retardé le protocole en nous renvoyant en faisant du dilatoire, et le dernier jour, vendredi à 13h août, le directeur général du travail a appelé toutes les parties pour venir signer le protocole d'accord. Expresso ne s'est même pas présenté. C'est de la défiance pure et simple de l'autorité étatique du Sénégal. Je crois que le gouvernement a déjà fait tout ce qu'il fallait pour réunir les deux parties et essayer d'apaiser la situation. Aujourd'hui, si Expresso défie l'autorité sénégalaise, les travailleurs se demandent qu'est-ce qui se cache derrière ce projet des dirigeants d'Expresso. Pourquoi ils osent défier l'autorité sénégalaise et ne respectent pas leur engagement qu'ils avaient déjà donné au ministère de l'économie numérique et des télécommunications. Les populations de la cité Bellevue rappellent à l'État du Sénégal la prise en charge de leurs doléances, des difficultés dans leurs conditions de vie dues aux inondations dans leur quartier. Donc, en règlement définitif de ce problème, c'est ce qu'elles réclament, ce qui passe par un assainissement donc, de la cité Bellevue. Les habitants ont fait face à la presse. Nous écoutons Khadignan, porte-parole du jour, interrogé par Dissa Préra et Aléo Ndiagne. Alerter la Sénélec, notre voisin, qui devrait quand même faire un effort pour nous accompagner, et interpeller le président de la République pour trouver une solution définitive au problème de la cité Bellevue.
Comme vous avez vu les doyens de la cité, vous avez vu les jeunes, tout le monde est inquiet. Nous espérons qu'aujourd'hui, enfin, l'État nous entendra parce que nous avons l'impression que l'État ne nous entend pas du tout. Depuis des années, nous réclamons vraiment qu'on règle le problème de la cité Bellevue et jusqu'à présent, nous n'avons pas de solution. Il y a des solutions qui doivent venir de l'État parce que l'assainissement, c'est une compétence, ce n'est pas une compétence transférée, c'est une compétence qui relève de l'État supérieur, tandis que les mairies, ce qu'elles peuvent faire, c'est seulement pomper, acheter des pompes, nous accompagner, vraiment venir en appui, si vous voulez, à la pompe que nous avons actuellement. Mais la solution structurelle durable relève de l'État. Nous parlons des inondations dans la région de Matam après les sinistrés des bâtiments effondrés, des paysans dont l'angoisse, ce sont les périmètres rizicoles qui sont envahis par les eaux, des riziculteurs qui interpellent fortement le ministre de l'Agriculture à Dabia et à Ounduru où des centaines d'hectares sont presque perdus pendant ce temps. Le ministère de l'Eau et de l'Assainissement alerte les populations du Dent des Maillots sur la montée impressionnante du niveau d'eau du fleuve Sénégal. Ali Bondelnian. Au moment où les fortes pluies continuent d'allonger la liste des sinistrés, avec surtout l'effondrement de nombreux bâtiments en banco, les riziculteurs de Matam ne dorment plus. Après Ounduru, dans le Dent-des-Maillots, des périmètres du casier agricole de Kobilo d'Abia sont envahis par les eaux. Effectivement, il y a 4 GIE réunis ici qui sont inondés. La majeure partie des champs quand même. Il y a le GIE de Odedji, de Tilo, de Pahoul et de Koilel Yerogouro, qui est de Djadjabi. Donc en fait c'est très normal et juste aussi comme qu'il y a un cataclysme naturel, situation, et de faire part des autorités, surtout qui sont chargées. Donc c'est ça, les champs sont inondés. Donc c'est bon d'en faire part, pour venir au secours pour sauver la situation. Tant mieux, c'est ce que nous souhaitons. Nous voulons aller en campagne et nous voulons, comme que les gens ont même fait leur repiquage, donc on veut bien récolter, c'est ce qu'on souhaite. Mais dans le cas échéant aussi, que les autorités sachent qu'il y a eu un problème, et aussi là pour que ça ne porte pas préjudice aux agriculteurs, pour en cas de remboursement, qu'on sache que vraiment les gens ont été inondés, donc s'il n'y a pas eu de rendement ou s'il n'y a pas eu de récolte, c'est parce que les gens ont été... Préoccupés par le sort, les paysans de 4 GIE sinistrés interpellent directement le ministre de l'Agriculture, car selon eux, ils ne disposent pas des moyens pour faire face à la catastrophe. Au ministre de l'Agriculture de nous venir au secours. Et je déplore que ça fait des années, à ma connaissance, qu'un ministre de l'Agriculture n'est pas descendu sur le casier de Kobilo. C'est un message de nous venir au secours. Et aussi le casier a besoin d'un entretien. C'est un casier qui a roulé presque plus de 15 ans. Maintenant, vraiment, les terres sont fatiguées. Les digues et les canaux d'irrigation sont fatigués. Donc, il faut un entretien, il faut un labour aussi pour que les champs redeviennent très rentables. Merci beaucoup. Continuer à ruisseler. C'est-à-dire c'est au niveau des canaux qui devaient vider l'eau, qui ont fait refouler l'eau au niveau des champs. Et en même temps aussi que nous avons des... Pendant que les pluies continuent de perturber le quotidien, le rythme de la montée des eaux du fleuve Sénégal hante aujourd'hui le sommeil. Dans un communiqué, le ministère de l'Eau et de l'Assainissement alerte les riverains. À 7 km 40, le fleuve Sénégal n'est qu'à 60 cm pour dépasser sa cote d'alerte au niveau de la station de Matam. Vous l'annoncez dans les titres de cette édition, la dermatose contagieuse, une maladie des bovins qui en a déjà tué plusieurs à Kaffrine. Les éleveurs s'inquiètent, mais selon le président de l'ordre des médecins vétérinaires du Sénégal, il suffit de les vacciner pour les mettre hors de danger. Et le vaccin est subventionné par l'État du Sénégal. Les détails dans cette correspondance signée Omar Ndiaye et Boubacar Falbob. Des éruptions cutanées et une certaine difficulté pour marcher chez les bovins. C'est ce qui inquiète les éleveurs d'Indokouman. Dembaba est un berger rencontré dans la brousse de Tawa. Beaucoup de bovins sont morts ces temps-ci. C'est une terrible épidémie et nous cherchons toujours de l'aide. On voit des éruptions cutanées et certains bovins de retour du pâturage se mettent à baver. J'ai moi-même perdu 4 vaches. À part les éruptions cutanées, on note aussi des difficultés pour marcher chez le bétail. Soit c'est la guérison après 2 jours ou la mort. Parmi les bêtes qui sont atteintes, seules 2 ont survécu. Toutefois, de l'avis du docteur Imam Thiam, médecin vétérinaire et président de l'ordre des médecins vétérinaires du Sénégal, il suffit que le bétail soit vacciné
pour être hors de danger. Nous pouvons dire qu'à Kaffrine, nous avons eu beaucoup de cas parce que cette maladie n'attaque que les bovins. Il y a une incidence surtout chez les animaux qui sont exotiques, mais aussi les jeunes animaux. Tous les animaux qui sont bien vaccinés, ils ne vont pas attraper la maladie. Et si on a aujourd'hui des cas avérés ici, dans la région, c'est surtout chez les animaux qui n'ont pas été vaccinés, parce que c'est une maladie virale. Et ce qu'il faut surtout éviter, c'est les complications bactériennes et comprendre aussi que l'animal qui a déjà ces nodules peut continuer à porter le virus pendant longtemps et être un réservoir. La dermatose contagieuse n'est pas toutefois transmissible entre l'homme et l'animal et elle touche surtout les bovins importés. Il faut signaler qu'à Kaffrine, plusieurs bovins sont morts après avoir contracté la maladie dont le vaccin n'est qu'à 50 francs CFA selon les médecins qui appellent les éleveurs à s'attacher les services de médecins vétérinaires. Omar Ndiaye, grincement des dents des populations du Faranding, ces populations regroupées au sein d'une association dénommée Sauvons la Falémé ont tenu un point de presse hier. C'était donc dans cette localité située dans la commune de Missira à Sirimana, département de Saraya, pour dénoncer ce qu'elle appelle une occupation irrégulière de leurs terres par des entreprises chinoises. Souleymane Keita, le porte-parole de ces populations, s'est prononcé au micro d'Ibrahima Diabakhate. C'est l'exploitation semi-mécanisée, choses qui détruisent la nature, qui détruisent les espaces cultivables. C'est pourquoi, vous voyez, la population est très inquiète. Parce que cette exploitation anarchique ne produit pas d'emploi. La population n'en profite point. Les agences publiques, les études de l'impact environnemental, toutes ces choses-là sont primordiales dans une exploitation minière, telle que Sabodala et Mako. Mais malheureusement, on dit que ces gens-là, ils ont une exonération par rapport à ces... Il faut que l'État prenne ses responsabilités face à ce phénomène qui détruise la nature. La Falémé est menacée, la population qui y vit ne savent plus à quel chat chevouiller. Les femmes productrices de poteaux dans le département de Louga demandent l'accompagnement de l'État. Ces dernières sollicitent du matériel agricole et des intrants suffisants pour avoir une bonne production, mais également des magasins de stockage. Elles ont tenu une assemblée générale pour faire le bilan de leur société coopérative mise en place depuis l'année dernière. Tierno-Fall. ginnaaw benn at biñ ko sampeeg léegi société coopérative bi nga xamee ni si moo lëkkale jigéenu baykatu soble yi fii ci diwaanu Potou. Toutes nos excuses, ce n'est pas la bonne version. Toubatoul, nous parlons de politique avec un député de Benno Bokk Yakaar choisi tête de liste pour les élections du HCCT, créé une vive polémique. Ses partisans jugent inadmissible qu'un député qui vient de terminer son mandat puisse être choisi pour le Haut Conseil des collectivités territoriales. Les explications dans cette correspondance signée Cheranta Diop et Seylatir. Toubatoul, les apéristes contestent la décision du coordonnateur départemental de Benno Bokk Yakaar, Augustin Tine, de choisir Fatou Sène, député de Benno Bokk Yakaar à la dernière législature, pour diriger la liste du Haut Conseil des collectivités territoriales. Qui était là en tant que député pendant 5 ans. Et aujourd'hui, on voulait juste qu'elle soit aussi Haut Conseil des collectivités territoriales. Et je pense qu'on ne peut pas toujours focaliser sur la même personne. Il est temps qu'on diversifie les choses, surtout donner la promotion aux jeunes, parce que les jeunes sont là. Ces jeunes ont demandé sur un ton sec de donner l'entière responsabilité aux militants à la base pour choisir leur candidat. Pour vous dire que l'échiquier politique du département de Thiès a complètement changé. Si vous voyez les ténors qu'on parlait, Idrissa Seck, Augustin Tine, Abdou Mbow, Yankhoba Diattara, je pense que ces ténors-là non plus n'ont rien à nous apporter. Il est temps maintenant qu'on donne l'opportunité aux jeunes, surtout dans le monde rural. C'est un choix qui est déjà fait. On n'y peut rien. Mais nous lançons un appel pour que prochaine fois, ou bien les autres nominations qui vont venir, qu'il faut descendre sur la base pour choisir ce qui nous apporte tout simplement les lendemains meilleurs dans cette commune-là. Les apéristes de Toubatoul annoncent leur porte-parole ont pris la décision de boycotter les élections du Haut Conseil des collectivités territoriales.
L'an 1 du décès de Maître Alioune Badara Cissé, l'ancien médiateur de la République, nous a quittés le 28 août 2021 à Saint-Louis, sa ville natale. Ses proches se rappellent de cet homme qui était engagé aux côtés du peuple de son vivant. Ils ont demandé à la jeunesse de prendre exemple sur lui. Alioune Badara Cissé, voici Benoît Sen, l'un de ses proches, au micro de Sénou Diop. Ce fut un fort moment d'émotion, d'émoi, de consternation, de tristesse. Un grand vide qu'il a laissé derrière lui. ABC était quelqu'un, un homme jovial. Il avait un grand cœur. C'était un grand médiateur. Quelqu'un qui savait parler à tout le monde. C'était quelqu'un épris de valeurs, épris de justice, qui incarnait des valeurs républicaines, qui, quand il y avait des difficultés dans ce pays, quand il y avait des tensions dans ce pays, actuellement nous pensons aux tensions sociopolitiques que traverse ce pays, à l'impasse vers laquelle nous nous dirigeons. Donc nous ne pouvons que nous remémorer de ce vaillant homme, de ce vaillant Saint-Louisien qui aujourd'hui nous rendons hommage et que nous commémorons et prions Dieu pour qu'il l'accueille en son paradis éternel. Donc je lance un appel fervent à la jeunesse en qui il avait confiance, à la jeunesse de ce pays, la jeunesse du Sénégal, pour qu'il puisse porter ce flambeau, pour qu'il puisse s'inspirer des idées, des valeurs de cet homme pour perpétuer son œuvre. Parlons éducation à présent avec l'atelier d'échange sur l'éducation émancipatrice en Afrique qui a eu lieu à Dakar. Une rencontre organisée à l'intention des acteurs impliqués dans la mise en œuvre et la gestion des projets dans le domaine de l'enseignement. Il s'agit de promouvoir l'éducation émancipatrice avec des acteurs du continent qui peuvent exercer une influence sur la formation des jeunes. Là-dessus, je vous propose de suivre ce compte rendu signé Ibou Diouf avec les images d'Ahmadouba. Ces acteurs de l'éducation sont convaincus que les modes de transmission du savoir en milieu scolaire n'ont pas beaucoup évolué depuis la colonisation. Ils sont conscients que l'éducation émancipatrice en Afrique peut faire bouger les choses, d'où la pertinence de cette rencontre axée sur la question. Nous constatons aujourd'hui que nous sommes dans un monde changeant, où il faudrait que nos enfants puissent avoir un esprit critique, de discernement, qu'ils soient aussi suffisamment créatifs, ingénieux, pour pouvoir s'adapter justement à ces multiples crises climatiques, des crises humanitaires, crises sanitaires. Donc nous savons que les réponses classiques seules ne vont pas suffire. Donc comment outiller nos enfants pour que nos apprenants de manière générale à pouvoir se mouvoir dans ce contexte changeant. Les efforts faits dans ce sens par les pays restent largement insuffisants. Dès lors, les systèmes éducatifs espèrent se retrouver pour un partage de bonnes pratiques. C'est une pratique qui remet un peu en cause ce que nous avons aujourd'hui comme pratique éducative et surtout même aussi en termes de contenu et de méthodologie. Il s'agit de libérer l'école, ça de faire en sorte que l'enfant soit vraiment quelqu'un qui apprenne à apprendre. Les organisations qui militent pour une meilleure éducation publique sont pour l'idée d'une reconversion du système éducatif national en adéquation aux réalités socioculturelles. Dans l'atelier, une représentation non seulement de la société civile, mais aussi la représentation des ministères en charge de l'éducation du Bénin, du Burkina Faso et bien sûr du Sénégal. Et nous avons aussi l'UNESCO qui est là pour nous accompagner et nous pensons que les réflexions que nous allons mener au cours de cet atelier vont nous permettre de dégager des pistes d'intervention pour faire le plaidoyer pour une éducation plus émancipatrice en Afrique. Ils ont la tâche pour formuler des recommandations, objectifs, corriger certains manquements avec des systèmes éducatifs qui continuent à former des agents de l'État mais qui ne répondent pas pleinement aux besoins de développement du continent. Ibou Diouf, l'Institut panafricain de stratégie a rendu hommage au professeur Moussa Seck via un Zoom international, rappelé à Dieu le 20 juin 2022. Il était considéré comme un des plus grands agronomes africains de sa génération. Écoutons les témoignages du président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, et du docteur Chertidiane Gadio, interrogé par Abdoulaye Diop et Modou Diop. 2 mois après le rappel à Dieu du professeur Moussa Seck,
l'Institut panafricain de stratégie a organisé un zoom international à celui qu'il considère comme le plus grand agronome africain de sa génération, un homme aux multiples facettes selon Al-Mustafa Niasse. Il a été arraché à notre affection à l'âge de 68 ans. Nous aurions voulu qu'il puisse vivre plus longtemps encore. Mais Dieu en a décidé autrement et Dieu a toujours raison sur nous parce que ses décrets sont imparables. Cheikh était un ingénieur agronome. Il était un scientifique, un savant, qui connaissait le cosmos et l'univers peut-être mieux que beaucoup d'autres savants qui s'occupent de l'espace, des étoiles. Pour le docteur Cheikh Tidiane Gadio, Moussa Seck était un bâtisseur et un des plus grands agronomes du continent africain. Comprenez ce qui se passe, le drame qui se passe dans notre continent. Moussa Seck a donné sa vie à l'Afrique. Exactement. Et il nous a réglé le problème le plus fondamental, l'agriculture. Il dit que le premier acte de souveraineté d'un État responsable, c'est de pouvoir nourrir ses populations. Et que c'est ça l'acte de souveraineté fondamentale. Il dit que l'agriculture ne fait même pas partie des enjeux du développement en termes d'éducation, santé, etc. Il dit que l'agriculture est la précondition du développement. Nourrissez votre population correctement et vous mobilisez des bras pour aller à l'assaut du développement. Pour perpétuer l'œuvre du professeur Moussa Seck, le président Moustapha Niasse souhaite créer une fondation en sa mémoire. Le président Niasse a proposé de créer une fondation Moussa Seck pour l'agriculture et la science. Nous allons montrer avec cette fondation que l'œuvre de Moussa Seck est impérissable. Personne ne pourra tuer une telle œuvre. Et l'Afrique que Moussa voulait se développer dans les États-Unis d'Afrique, dans la Renaissance africaine. Son dernier mot à moi, c'était continuer le destin, réaliser le destin fédéral de l'Afrique. Le professeur Moussa Seck est le cofondateur de l'Institut panafricain de stratégie avec le docteur Cheikh Tidiane Gadio. L'IPS va organiser un colloque international en novembre prochain en hommage au professeur Moussa Seck. Merci à vous Abdoulaye Diop. Je vous l'annonçais dans les titres de cette édition. On a invité dans ce 20h, il s'agit de Pape Senimbo, il est le directeur de l'administration du patrimoine et des approvisionnements de la Sénélec. Monsieur Mbo, bonsoir. Bonsoir cher. Alors, on va parler donc de l'actualité de la Sénélec, rappelons-le, qui fait partie des sociétés soustraites du Code des marchés publics au niveau de la boîte. Justement, dites-nous, comment avez-vous accueilli cette situation, cette nouvelle donne? Merci beaucoup. Nous avons accueilli cette nouvelle donne avec beaucoup de satisfaction et beaucoup d'espoir. Parce que comme vous le savez, le Code des marchés publics a été adopté en 2007. Avant 2007, Sénélec a toujours passé des marchés sur la base de procédures transparentes, donc dont le principe était basé sur des appels d'offres. Quand le Code des marchés publics est arrivé en 2007, Sénélec avait d'abord considéré que compte tenu de sa mission de service public, puisqu'elle est la société concessionnaire de la production, du transport et de la distribution d'électricité, elle ne faisait pas partie du champ d'application. Maintenant, après plusieurs insistances, en 2009, nous avons commencé à l'appliquer. Cependant, la crainte s'est révélée vraie parce que ce code a comporté plusieurs goulots d'étranglement qui étaient difficilement compatibles avec la célérité que requiert l'exploitation du réseau d'électricité, avec toutes les contraintes qu'elle comporte en termes d'aléas et en termes d'exigences de performance. Voilà, vous parlez de célérité. Quand on pense à célérité, forcément, on passe à l'efficacité. Mais en quoi vraiment cette décision est-elle pertinente pour les populations? Pour les populations, parce qu'elle va permettre à Sénélec de répondre plus efficacement et plus rapidement aux besoins en se libérant des contraintes procédurales que causait le Code des marchés publics depuis 2009. Donc les projets, je vous donne un exemple précis. Si vous comptez lancer un projet, vous avez votre budget pour 2022. Mais pour pouvoir l'exécuter avec le Code des marchés publics, vous allez faire presque 10 mois de procédure avant de vous lancer réellement dans l'exécution du projet. Et ce projet-là
est un projet pour la population. Donc la population qui attend d'accéder à l'électricité devra attendre 10 mois supplémentaires après la validation du projet. Donc l'impact, il est réel. Il est réel ici. Les conséquences économiques également sont... Mais quand vous parlez de libération de ces contraintes de procédure, c'est bien beau, mais quelque part aussi, on peut se dire que c'est la porte ouverte à toutes les dérives. Voilà, justement, c'est là où il faut préciser que le Code des marchés publics date de 2007. Sénélec a commencé à l'appliquer en 2009. Avant toute cette période-là, la Sénélec existait et a toujours fait des appels d'offres. Donc ces appels d'offres-là ont toujours respecté les principes d'efficacité, d'économie et de transparence. Donc aujourd'hui, ce sont les principes-là qui gouvernent les marchés publics qui seront toujours appliqués, donc à travers un manuel de procédure que Sénélec a toujours mis en place. Puisque nous sommes dans un processus de certification ISO qui nous impose un manuel de procédure sur l'ensemble de nos processus. Donc ces manuels-là adoptent les principes directeurs des marchés publics que sont la transparence, l'économie et l'équité. Mais certainement, vous avez entendu les craintes du Forum civil avec son coordonnateur Birahim Seck qui dit que c'est une casse organisée pour enrichir directement les entreprises. Bon, ceci ne peut pas se passer comme ça, pour la simple raison que ces entreprises-là qui gèrent des deniers publics sont soumises aux différents organes de contrôle de l'État. Ces entreprises n'ont pas le droit de faire ce qu'elles veulent. Donc elles sont soumises aux différents corps de contrôle. Pour le cas spécifique de la Sénélec est une société qui est régulée, qui a une commission de régulation du secteur de l'énergie qui supervise l'ensemble de ses opérations, l'ensemble de ses investissements et de ses dépenses d'exploitation. Donc ceci étant, il n'est pas possible de parler de porte ouverte. Mais si on interroge l'histoire, il y a de cela quelques années quand même, la Cour des comptes avait parlé d'une gestion nébuleuse, notamment dans une histoire d'achat de la SAR autour de 15 cargaisons de fouet estimées à 450 milliards. Donc on peut dire que c'est extrêmement difficile de contrôler cette situation quand même. Bon, je ne sais pas de quel rapport vous parlez. Vous parlez également de la SAR. Moi, je maîtrise plus le domaine de l'électricité, la Sénélec. Et je pense que nous, sur la base de notre manuel de procédure, qui est basé sur des principes de transparence. Oui, mais je parle de la SAR, mais c'est parce que c'est le même procédé avec ce décret du chef de l'État quand même. Vous allez vous retrouver dans la même situation avec des commandes sans contrôle. Il n'y a pas de commande sans contrôle, comme je vous disais tout à l'heure. Depuis, je vous ai dit que le Code des marchés publics date de 2007. Sénélec a 50 ans. Donc aujourd'hui, les contraintes qui sont... Depuis l'avènement du Code, nous avons toujours exhibé l'incompatibilité qu'il y avait entre le besoin de célérité, d'efficacité et de réactivité qu'il y avait dans le cadre de l'exploitation du réseau électrique. Parce que le réseau électrique, son exploitation est exposée à des aléas, des pannes, et des indisponibilités qui, si on ne les règle pas, ont un impact direct sur la satisfaction des clients. Et justement, quand on parle de satisfaction des clients, certainement, on pense aux factures d'électricité, à l'approvisionnement de l'électricité. Est-ce que, quelque part, les populations vont ressentir cela? Mais nécessairement. Les populations... Donc on peut s'attendre à une baisse des factures d'électricité. Non, on ne peut pas parler directement d'une baisse des factures de l'électricité, parce que cette disposition, ce qu'elle vise, ce n'est pas de réduire les factures, mais c'est d'assurer une bonne qualité de service, une bonne continuité du service, mais surtout d'assurer l'accès universel à l'électricité avec la rapidité que l'on aura dans l'exécution des projets. Mais il y a aussi des perspectives qui s'offrent. Vous savez, aujourd'hui, sur le secteur de l'électricité, la presque totalité de nos équipements nous proviennent de l'extérieur. Voilà une opportunité pour industrialiser davantage le pays, parce que les pays maghrébins l'ont expérimenté. L'Algérie, la Tunisie, le Maroc ont développé leur secteur de l'électricité en s'adossant sur une réglementation souple qui permet le développement industriel. Voilà, donc l'accès universel à l'électricité qui va drainer plusieurs milliards
ne serait pas totalement une satisfaction s'il n'est pas accompagné d'une bonne industrialisation du pays. Et voilà, une toute dernière question, M. Mbow, avant de vous libérer. Ces derniers jours, quand même, on a beaucoup parlé de la situation financière, entre guillemets, grave de la Sénélec, avec ces sociétés qui doivent de l'argent à la boîte. À quoi peut-on s'attendre comme conséquence? On peut s'attendre comme conséquence, si cette situation-là n'est pas réglée, à des difficultés de trésorerie au niveau de la Sénélec, les difficultés de trésorerie qui auront pour conséquence des retards dans les paiements des différents fournisseurs, etc. Mais nous avons en face de nous des clients assez responsables qui ont compris notre alerte avec un État qui nous appuie, et depuis lors la situation est en train d'évoluer. Parler de blackout possible? Non, ça peut-être qu'il faut écarter ces probabilités-là, puisque la situation est en train d'évoluer positivement. Les clients qui sont alertés sont en train de passer à la caisse avec l'appui de l'État, et nous pensons que la situation va revenir à la normale très rapidement. Voilà, merci M. Mbow, c'était un plaisir de vous recevoir dans ce 20h. Nous parlons basket à présent avec la 4e fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde, avec les Lions qui assurent 3 victoires en autant de sorties. Dernière victoire en date cet après-midi face au Cameroun, les protégés de Ngagne Diop des Sagana qui se sont imposés 90-71. On va écouter la réaction de l'entraîneur à la fin du match qui parle de satisfaction après ces 3 matchs joués au micro de Mor Bassignan. Toujours cru qu'on allait venir gagner les 3 matchs. Si j'avais eu 12, je n'allais pas venir. On a gagné 3 matchs, c'est bon, mais on est toujours 3e. Il faut qu'on gagne ces 3 matchs-là. On continue à travailler, on va voir. C'est un peu différent pendant les vacances parce que personne ne joue. En février, les gens qui sont dans les équipes, mais on va tout faire pour que tout le monde soit là. Les Lions du basket ont réalisé un carton plein ici à Monastir en remportant tous les 3 matchs devant le Sud-Soudan, leader invaincu du groupe F avant cette 4e fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023. La Banda Gorgui a enchaîné avec une autre victoire contre la Tunisie, double championne d'Afrique en titre. Aujourd'hui, dimanche, ils ont conclu avec une belle victoire sur l'équipe du Cameroun, 90-71. Ces 3 victoires-là permettent à l'équipe du Sénégal de revenir dans la course et occupe présentement la 3e place du groupe F. Donc, si au mois de février, les Lions remportent leurs 3 matchs, ou même 2 matchs, si aujourd'hui le Sud-Soudan perd contre les hommes de Sagana, qualifiés à la prochaine Coupe du Monde, qui aura lieu en Indonésie, au Japon et aux Philippines du 25 août au 10 septembre. Merci à vous, Mor Bassignan, le Sénégal qui croit toujours en ses chances de qualification à la Coupe du Monde de basket en 2023. Voilà, c'était le dernier élément de ce 20h. Excellente suite des programmes en compagnie de la télé Futur Média. L'information revient demain à partir de 6h30 dans votre magazine Info du matin. Excellente suite des programmes.